Un excellent début de soirée tout le monde et nous accueillons maintenant Ray Lalonde. Bien le bonsoir Ray. Bonsoir Mario. Très actif et très pertinent sur Twitter d'ailleurs, je le souligne au passage pour les gens qui ne suivent pas encore Ray sur Twitter. Et parlant de la bête de ces médias sociaux, pas toi mais Twitter. Parlons de Twitter et revenons sur le fait que le Canadien s'est trouvé une personnalité de Twitter. On a découvert ça dans les derniers jours. Avant, c'était plutôt linéaire, sobre ou plus institutionnel. Et tout à coup, tu vois un tweet passer qui se veut une blague ou une allusion au lichage tel que pratiqué par Brad Marchand, sans le nommer. Lui voit ça passer, réagit en voulant dire « Hey, c'est drôle, funny, 3 petits points, vous jetez de l'ombre, puis vous êtes sorti de la course aux séries pour octobre. » La réplique. Maintenant, on se demandait, va-t-il y avoir une suite? Et là, on a la confirmation aujourd'hui que probablement que l'organisation du Canadien a envie de poursuivre dans la même veine parce que on a amorcé la journée sur le compte Twitter du Canadien ainsi. Bon matin, on va garder ça simple sur Twitter aujourd'hui. Quelle est votre couleur préférée? Nous, c'est le beige. On sait très bien que le beige et le Canadien, ça n'a rien à voir. C'est une façon de donner suite à la controverse d'hier. Comment t'accueilles ce virage communication? Sans doute inspiré par ce qu'on observe à Vegas. On se dit, hey, c'est donc le fun ce qu'ils font là-bas. On va faire la même affaire. Ouais. Ben Mario, c'est intéressant comme questionnement. Ma position, d'abord, je vais le dire de façon ouverte, c'est que les médias sociaux, il n'y a pas personne qui a raison toujours, puis il n'y a pas personne qui a tort. C'est le but, c'est d'échanger, puis de dialoguer, puis de créer de l'information qui circule, puis une certaine connexion avec tout le monde. Deuxièmement, les médias sociaux, c'est pas des jouets non plus, et particulièrement un compte Twitter pour une entreprise qui vaut 1,5 milliard de dollars. Il faut quand même qu'on traite ça avec un certain niveau d'assurance, de certitude et de sérieux. Ça veut pas dire qu'on peut pas être léger puis qu'on peut pas de temps en temps y aller avec une touche d'humeur. Je comprends qu'on veut aussi ne jamais perdre de vue qu'on a une jeune génération de partisans avec lesquels on doit connecter, rester moderne et intéressant pour eux. Donc, toutes ces choses-là me font dire que il y a rien de mal à avoir des discussions puis des relances vis-à-vis des équipes d'une ligue ou une autre, tant et aussi longtemps que c'est fait avec les bons choix, avec les bons mots et au bon moment. Alors là-dessus, ce que je te dirais, c'est que moi, personnellement, mon expérience, je vais pas dire que j'ai raison. Ce que je veux dire, c'est que mon opinion à moi, c'est que c'est un outil de marketing avec lequel on doit faire tout ce qui est possible pour cultiver des partisans, augmenter la croissance, la valeur, l'expérience de la marque, faire en sorte qu'on en développe plus parce que les jeunes d'aujourd'hui et les moins jeunes sont connectés à ces réseaux sociaux-là de façon virtuelle et constante. Donc, tu peux très bien imaginer comment ça s'est produit, là. Tu sais, oui. Vegas, tout le monde parle en bien de Vegas. Oui, mais... Puis ils sont arrogants, puis même au début, ils riaient d'eux autres parce qu'ils savaient pas qu'elle allait vivre l'année qu'ils vivent. Absolument. Là. Et ça a changé de ton parce que là, ils sont devenus une bonne équipe, ils s'en sont rendus compte. Mais est-ce que... je suis convaincu que tu t'es fait qualifier peut-être de vieux jeu quand les gens ont senti par un tweet que tu as publié hier que toi... t'accueillais ça plutôt tièdement, disons. Oui, surtout le fait qu'on essaie de faire remarquer aux Bruins qui sont en série, qui vont aller jouer au golf. Honnêtement, c'est une équipe qui est mal placée pour faire allusion aux Bruins en série, qui avaient toute une équipe qui ont fait 2 rondes puis qui ont poussé le Lightning très loin. C'est bien les Canadiens qui ont été 28e au classement, 29e, peu importe, et qui étaient même pas proches d'une situation comme ça. Alors, je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité puis de modestie, puis quand même, on est capable de faire un peu d'autodérision, mais d'un autre côté, il faut savoir aussi que attaquer Marchand, c'est une chose, c'était inacceptable, c'est un peu disgracieux ce qui s'est fait. La Ligue va le gérer. Mais de tout mélanger ça ensemble... Tu trouves que ça colle pas, toi, aux Canadiens, ce ton-là? Non, le ton Vegas colle pas à Montréal? Non, puis justement, je vais te parler du ton Vegas. Le ton Vegas, c'est le développement d'une nouvelle culture, d'une nouvelle génération, d'une existence. Ils ont un canevas blanc sur lequel ils développent toutes sortes d'initiatives puis de promotions. Ils vont tenter d'aller dans plusieurs directions pour découvrir un peu qu'est-ce qui va accrocher avec leurs partisans. Ils n'ont pas trop de contraintes, là. Absolument pas. Puis ils n'ont pas d'histoire puis de tradition. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut rester avec nos vieilles traditions non plus. C'est important pour les équipes de se moderniser. On en parle toujours. Mais Mario, honnêtement, ça demeure un outil de marketing. C'est une brique à la fois que tu vas pour bâtir un univers de partisans qui consomment puis qui veulent être un peu divertis par ce que t'offres. Ça, personnellement, je trouve que c'est un petit peu enfantin.
mais c'est mon opinion. Voilà. Et donc, quand tu prends conscience ou connaissance du tweet qui relance ou qui finalement accueille la critique et qui nous dit on va continuer probablement de tweeter avec un ton différent à l'avenir, est-ce que tu penses que ça envoie le message aux partisans qui souhaitent que l'organisation se décoince? Est-ce que ça envoie le bon message pour certains amateurs? Ben, encore une fois, je pense que c'est important pour l'organisation de se rajeunir ou décoincer. C'est peut-être un gros mot, là, tu sais, mais à la fin, les Canadiens ont déjà fait des efforts. En tout cas, il y a même pas 20 ans, des gros efforts d'innovation puis de créativité. Ils en font encore aujourd'hui. Alors, c'est pas comme une organisation qui est fermée. Là, je me rappelle des jours de Lou Lamoriello avec les Devils du New Jersey où les joueurs ne pouvaient même pas parler aux médias. Mm-hmm. Ça, c'est une chose. Mais là, les Canadiens sont pas là. Alors, de simplement dire qu'on relance aujourd'hui pour dire à tout le monde que on va être beige. Beige, dans ma tête, ça veut dire, ben, on est neutre, on est vanille, on goûte pas grand-chose. Est-ce qu'ils ridiculisent le sujet un peu ou non? Je sais pas, mais ridiculisent ceux qui trouvent que ça a été un tweet qui était malhabile. Ouais, mais encore une fois, moi, je vais pas... dire, on va vous dire qu'on aime le beige, comme ça, on créera pas. Mais c'est comme... Mais ça a pas donné grand-chose. Ça avance pas nulle part. Non, j'ai pas trouvé que ça a apporté grand-chose à la conversation. Voilà. Et d'ailleurs, sur ce sujet, elle est complète. Et on va enchaîner maintenant avec ce qui devait être notre thème principal et qui l'est toujours d'ailleurs, l'internationalisation du sport, la globalisation du sport. La Formule 1 est un sport global, le soccer en est un, bien que toutes les ligues ne rayonnent pas globalement encore, mais la Coupe du Monde, puis il y a des ligues, oui, qui commencent avec les canaux spécialisés. Il y a des ligues où il y a des sports qui tentent de s'amener en Amérique, mais on voit plus de nos ligues essayer de s'exporter ailleurs sur le globe. Est-ce que la NFL est en avance de par ses matchs de saison régulière à Londres dont on a parlé la semaine dernière? Ben Mario, la raison pourquoi on doit aborder ce sujet-là, c'est parce que soudainement, dans le temps de le dire, là, on annonce à la Ligue nationale de hockey que les Bruins et les Flames vont jouer en Chine. On parle de M. Khan la semaine dernière de Jacksonville qui va acheter le Wembley Stadium. Et là, on annonce aussi que les Yankees et les Red Sox, les deux plus gros clubs du baseball majeur, vont jouer des matchs à Londres, en Europe. Ou pour avoir vécu 8 ans en Europe, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de baseball. Il n'y a pas beaucoup de battes de baseball ou de balles ou de gants qui se vendent là-bas. C'est un sport très loin, pas si compliqué, mais très loin des Européens. Et on emmène les deux plus gros clubs jouer des matchs là-bas à Londres, dans un stade qui est un stade un peu plus, si on veut, rond, en cercle, qui n'est pas dans un stade ovale, donc le terrain de baseball va pouvoir bien se configurer, si on veut. Et la raison pourquoi c'est le moment d'en parler, c'est parce qu'on réalise que le monde est très petit aujourd'hui. Les médias sociaux nous aident à nous rapprocher tous ensemble. Les streams vidéo et le produit télévisé et en vidéo de toutes les marques sportives et toutes les ligues fait en sorte qu'on peut maintenant le consommer en direct à tout moment. Pas besoin d'attendre, pas besoin d'être toujours 6 heures en retard ou 6 heures en avance. Alors, quand je regarde les ligues, commençons par la NFL, qui est la plus grosse des ligues, la plus riche des ligues, mais le football, c'est un sport complexe. C'est un sport difficile pour les étrangers hors Amérique du Nord. Mais c'est une invention, c'est un dérivé d'un sport, tu sais, qui a eu l'Australian Rule Football, le rugby et tout ça. Et à Londres, ça a bien marché. J'étais dans la Ligue mondiale à l'époque, la World League, qui est devenue la NFL Europe. On avait une équipe à Francfort, Barcelone et Londres, et 7 en Amérique du Nord. C'était les débuts, c'était en 91. Aujourd'hui, on est rendu en 2018. Et les Jaguars de Jacksonville de la NFL jouent des matchs à chaque année. Le propriétaire veut acheter le stade Wembley et il veut avoir le Super Bowl là-bas. Et on est en train d'imaginer peut-être, Mario, un jour un club de la NFL à Londres. Alors, on a beaucoup progressé en une trentaine d'années. Et rendu au point qu'à Londres, c'est quasiment une autre ville de l'Amérique du Nord concernant la NFL. Ils adorent la NFL, ils la consomment. Ça fait partie de l'Americana que les Londoniens et les Britanniques apprécient. Est-ce que cette percée en Angleterre et dans le Royaume-Uni place la NFL devant la NBA? Et je te pose la question parce que je me rappelle, évidemment, la première édition du Dream Team à une participation aux Jeux olympiques, ça nous a permis de constater que déjà l'image des joueurs de basket avait traversé le monde, celle de Michael Jordan et celle de ceux qui jouaient avec. Alors, est-ce que l'NBA n'est pas en avance sur tous les circuits par rapport à l'aspect international? Oui, et donc parlons de la NBA pour un moment. Tu as absolument raison, Mario, pour des avantages naturels. Le basketball, c'est un jeu plus simple. C'est un jeu comme le soccer un peu. Exactement. C'est peu dispendieux. Espérer le ballon. Exact. Ça se pratique à l'intérieur, à l'extérieur, en Afrique, en Asie, dans les pays chauds, dans les pays froids, garçons et filles, 1 contre 1, 5 contre 5. Finalement, très facile. Et très facile pour le consommateur de le comprendre
en regardant. Le ballon va dans le panier, il y a énormément de points qui sont marqués, très américain d'avoir 100 points dans un match plutôt que un match de 1-0 dans la Premier League en Angleterre. Donc, la NBA a des avantages qui sont incontestables. Mais surtout, la NBA étant dans le monde entier, leur premier match, si ma mémoire est bonne, là, ça date de 78 ou 79. Les Bullets de Washington avaient joué contre Maccabi Tel Aviv en Israël. Et c'était le début de l'époque. Ils ont joué des matchs de saison régulière, Mario, au Japon en 1990. Alors, ça fait déjà 28 ans des matchs de saison régulière. La NBA aujourd'hui a 12 bureaux dans le monde entier, dont 4 en Chine, 1 à Mumbai en Inde, 1 aux Philippines. Tu comprends? 1 à Johannesburg, 1 à Rio. Là, on parle des grandes métropoles du monde entier. Ils ont des bureaux chefs pour le marketing, pour la business, pour les communications avec les médias. Tu comprends que la NBA est en avance parce qu'elle bénéficie simplement d'avantages. D'un avantage naturel. Ben oui, de plusieurs que avantages. n'a pas le hockey. Et c'est ça qui est intéressant. Je vais pas dans l'ordre, mais tu me permets de faire le bon ou Absolument. tu veux y aller dans la chronologie avec le baseball? Non, on peut y aller pour le hockey. Ben, puis on va revenir de toute façon, mais parce que le hockey, donc, bon, un sport de glace, on est très loin de ce que tu viens de décliner comme élément positif par rapport au basket. C'est tout le contraire. Ça te prend de la glace, ça te prend des patins, c'est pas tout le monde qui va avoir la chance d'apprendre à patiner dans la vie. Tu manies un hockey, tout ça. Mais en même temps, OK, on se projette. On va être morts tous les deux, là, mais dans 75 ans d'ici, je vois des gens à Vegas qui avaient jamais vu une partie de hockey, puis on n'est pas en Chine, on est à Vegas. Puis le monde n'en revient pas comment que c'est passionnant puis divertissant. Dans 75 ans d'ici, mettons, penses-tu que le hockey, parce que là, des arénas, ça se construit, bing, bang, penses-tu que ça va devenir un sport? Y a-tu un potentiel de modernité, l'équipement, l'aspect gladiateur, les casques? Y a-tu de quoi exploiter qui pourrait faire exploser le hockey dans le futur? Absolument. Mario, si j'avais à te prédire mon opinion, encore une fois, très humblement, si je te disais dans 75 ans, on sera plus là, à mon avis, le hockey et le basketball vont continuer de progresser pour plusieurs raisons que je vais t'énumérer. Puis s'il y avait un sport qui allait disparaître, ça va être la NFL. Pour les raisons simples de blessures à la tête. Parce que ça s'empire et les études sont de plus en plus scientifiques et profondes pour nous permettre de constater que c'est sans équivoque un sport excessivement dangereux pour le cerveau. Ceci étant, la NFL est la plus riche et les Américains et le monde entier la consomment quand même très bien. Mais le hockey a l'avantage d'être très rapide, spectaculaire. C'est comme un talent de patiner et de jouer à cette vitesse-là. C'est quand même... À l'ère des jeux vidéo, là? Absolument. C'est quand même incroyable les qualités naturelles du hockey. Il y a un élément physique, bien entendu. Il y a un élément artistique aussi au hockey. C'est un sport qu'on voit de près puis on se demande comment font-ils pour avancer sur des lames. C'est quelque chose de quand même étonnant. Nous, au Canada, aux États-Unis, on le prend pour acquis. Ben oui, on est né avec ça. On est né avec ça, puis on patine, puis oui, patine, ça va bien. Mais suivre la rondelle d'un bord et de l'autre, c'est facile parce qu'on la détecte rapidement avec nos réflexes. Mais le monde entier n'est pas rendu là encore. Sauf que le monde entier, il y en a presque 7 milliards d'autres, à part l'Amérique du Nord, là, et plus même, qui découvrent graduellement les qualités du hockey. Si on est capable de contrôler les coups à la tête, les blessures sérieuses et les retardements de jeu et ainsi de suite, continuer d'augmenter l'aspect offensif, à mon avis, le hockey peut être un sport spectaculaire pour 100 ans. Et le baseball, bon, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est quand même ça aussi un sport avec un grand potentiel qui est déjà pratiqué dans probablement plus de pays que le hockey pour les raisons que l'on connaît. Quand tu vois l'avenir du baseball, où tu vois le baseball si je te reprends la même présentation dans le futur? Le baseball, effectivement, quand j'ai dit que les Yankees et les Red Sox s'en vont en Europe, à Londres, ça c'est comme wow, parce que c'est jamais arrivé. Le baseball en Europe n'existe pratiquement pas. Le baseball est très fort dans les pays d'Amérique latine. Évidemment, il y a énormément de bons joueurs qui arrivent dans la Ligue majeure. Et au Japon, en Asie, dans d'autres endroits, à Taïwan, Taipei, en Chine, et ainsi de suite. Fait que graduellement, le baseball fait son petit bonhomme de chemin, là. C'est juste qu'en Europe, avec un marché d'à peu près 400 millions d'Européens, ils n'avaient pas encore réussi à mettre les pieds là. Alors, bravo à M. Manfred. Il n'envoie pas jouer les Pirates et les Brewers, lui, là. Yankees, Red Sox. Tu comprends-tu? C'est gros. Là, c'est gros, là. Parce que ça veut dire que ces deux équipes-là ont accepté de se déplacer comme leader, chef de file du baseball majeur et ambassadeur porte-drapeau pour aller représenter et commencer l'effort de cultiver des fans. Parce que Dieu sait que les logos des Yankees
et des Red Sox sont connus dans le monde. Les gens portent les casquettes des Red Sox, des Yankees. Ils savent pas c'est quoi, mais ils portent la casquette quand même. Elle est vendue partout dans le monde entier. Ça représente New York, Boston, tu sais, des équipes célèbres. Mais on comprend rien du jeu de baseball. Là, vraiment, Rob Manfred a fait un autre bon coup en allant exporter le produit au baseball. Et là-dessus, je te dis qu'ils ont déjà joué des matchs en Chine. Ils jouent des matchs régulièrement au Japon. T'as Shohei Ohtani qui est un héros du Japon qui s'en vient jouer ici. T'as Ichiro qui prend sa retraite cette semaine. Une autre légende japonaise dans le baseball. Écoute, le baseball fait son travail. Mais Mario, il y a encore énormément de régions du monde, comme le hockey, à conquérir pour le baseball. Finalement, ce que je te dis en conclusion, c'est que la NBA est partout dans 200 pays et tous les autres, on parle de peut-être 20 à 25 pays. Alors, beaucoup de potentiel de croissance NFL, NHL et Major League Baseball comparé à la NBA, mais de belles possibilités économiques et commerciales à l'enjeu pour eux. Tellement. Permets-moi de finir sur une note un peu humoristique parce que dans le cadre de ma journée, non seulement j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec d'ex-pilotes de Formule 1 qui rivalisaient avec Gilles, mais j'ai passé le début de l'après-midi avec Claude Raymond, dont c'était hier, le 7 mai, le 81e anniversaire de naissance. Alors, je salue Claude. Bonne fête un petit peu en retard. Je lui ai souhaité en personne, évidemment, mais pour que les gens le sachent également que c'était son anniversaire. Mais on parlait parce que l'invité de Mario Langlois rencontre en fin de semaine, c'est Claude Raymond, donc samedi à ne pas manquer. Et d'autre part, puis j'ai même oublié d'y en reparler dans l'entrevue, mais tu parlais de casquette. Et lui, quand il jouait, avant de jouer pour les Expos, la casquette, tout le baseball majeur riait de la casquette des Expos. Parce que ça avait l'air d'une casquette de fête foraine sur laquelle il manquait seulement une hélice. Exactement. Un son dans la bouche du joueur. Ouais. Et les gars qui jouaient pour les Expos se faisaient taquiner. Puis on riait de ça qu'aujourd'hui, la casquette des Expos avec le même logo est l'un des articles les plus vendus en Amérique du Nord. Tout à fait. Puis drôle, hein? Claude Raymond, c'était notre premier ambassadeur. Je me rappelle de ses jours au Parc Jarry. Je me rappelle l'avoir rencontré, Mario, quand on avait adopté Youpi avec les Canadiens. Et Claude Raymond était là. Et ça fait partie de l'histoire légendaire. Un grand monsieur. Alors, bravo. Ça va être impressionnant. J'ai hâte d'entendre ça ce week-end. Merci beaucoup, Ray. Toujours un vrai plaisir. Et bonne soirée. Pas d'hockey ce soir. Fait que salutations à ton épouse. La NBA est là, par exemple. Ouais, c'est vrai. Salutations à ton épouse, pareil. Salut, Ray. Allez, on revient avec Danny Dubé. Bye.